Cette vidéo est rendue possible grâce à Morning Brew. Nous sommes le 24 mars 2015, une journée typique au centre de contrôle du trafic aérien de Marseille. À 9h, 29 minutes et 40 secondes, le contrôleur de service établit une connexion radio avec le vol Germanwings 9525 reliant Barcelone à Düsseldorf. En suivant la procédure standard, le commandant est autorisé à voler directement vers Irmar. Le pilote de l'Airbus A320-211 confirme les instructions du contrôleur en répétant l'autorisation. Son avion est correctement guidé. Moins d'une minute plus tard, le contrôleur remarque que le vol 9525 a changé l'altitude sélectionnée de 38 000 pieds à 100 pieds. Le pilote automatique est réglé en mode descente et la poussée automatique sur ralenti, l'avion ralentit et descend. Le centre de contrôle de Marseille tente de contacter le vol 9525, mais personne ne répond. Le contrôleur continue d'essayer alors que l'avion continue de descendre. Il y a clairement un problème. Le système de défense aérienne français tente également de contacter l'équipage de Germanwings, mais sans succès. À la base aérienne d'Orange Caritat, un Mirage militaire décolle pour intercepter l'avion. L'appareil se trouve maintenant à une altitude inférieure à 10 000 pieds et continue de descendre. Puis, 11 minutes après le dernier contact radio, le vol 9525 disparaît des radars. Le vol 9525 de Germanwings s'écrase contre le flanc d'une montagne, tuant toutes les personnes à bord. C'est une grande tragédie, et personne ne sait ce qui s'est réellement passé. A-t-il été détourné ? Est-ce qu'il est tombé en panne et s'est écrasé ? Non. C'est une petite mais essentielle négligence de la part des responsables qui a entraîné l'une des plus grandes catastrophes aériennes de tous les temps. Plus tôt ce matin-là, l'Airbus A320-211 de Germanwings a passé un contrôle pré-vol régulier à son aéroport de départ, l'aéroport El Prat de Barcelone. Le vol était prévu à 8h35, mais l'avion est resté à la porte d'embarquement avec un retard. Après un embarquement rapide, le pilote a conduit l'appareil vers la piste. Aux commandes se trouvait le capitaine Patrick Sondenheimer, âgé de 34 ans, un pilote expérimenté avec 10 ans d'expérience de vol et 6000 heures de vol. Son copilote, Andreas Lubitz, âgé de 27 ans qui avait rejoint la compagnie 18 mois auparavant, avait beaucoup moins d'expérience avec seulement 630 heures de vol. Le même équipage a effectué le vol aller ce jour-là, décollant de Düsseldorf à 6h01 et atterrissant à Barcelone à 7h57. Après avoir présenté ses excuses pour le retard, le commandant Sondenheimer a promis aux passagers du vol 9525 qu'il ferait de son mieux pour rattraper le temps perdu. À 9h heure de Greenwich, l'Airbus A320-211 immatriculé Delta Alpha India Papa X-Ray a décollé de la piste et s'est élevé au-dessus de la ville de Barcelone. Après avoir pris la direction nord, le commandant Sondenheimer a réglé le pilote automatique en mode montée et navigation. À 9h27, l'avion a atteint l'altitude de croisière de 38 000 pieds. 1h30 avant l'atterrissage, Sondenheimer a demandé à son copilote de préparer le train d'atterrissage et de vérifier les infos sur l'aéroport et la météo de Düsseldorf. Lubitz a répondu par une phrase courte mais quelque peu mystérieuse. « Espérons-le, nous verrons bien ». 1 minute plus tard, l'équipage a établi le contact avec le centre de contrôle en route de Marseille et a reçu la trajectoire de vol au-dessus de la France. Il était 9h30. L'avion était sur sa trajectoire, alors Sondenheimer a remis les commandes et la communication radio à Lubitz. Il a quitté le cockpit pour aller aux toilettes. Moins de 30 secondes plus tard, Lubitz a modifié l'altitude sélectionnée sur le panneau de contrôle de vol, passant de 38 000 pieds à 100 pieds, le minimum possible. L'avion a commencé à descendre, mais ni les passagers ni aucun membre de l'équipage, y compris le pilote, ne s'en sont aperçus. À Marseille, cependant, le contrôleur s'en est rendu compte. Il a appelé Lubitz, mais n'a reçu aucune réponse. 1 minute plus tard, le commandant Sondenheimer revenait des toilettes et, en essayant d'entrer dans le cockpit, il a trouvé la porte verrouillée. Le commandant a frappé, mais n'a reçu aucune réponse de l'intérieur non plus. Il a tenté d'entrer le code d'accès d'urgence sur le panneau de la porte, mais il était désactivé. Le copilote avait activé le verrouillage de la porte du cockpit depuis la console centrale du cockpit pour empêcher l'accès. Cette fonctionnalité visait à empêcher l'accès des pirates de l'air à la cabine de pilotage. Le commandant Sondenheimer a essayé de contacter Lubitz via l'interphone, mais sans succès. Durant tout ce temps, le centre de Marseille a continué à tenter d'établir une liaison radio avec l'équipage.
Lubitz restait muet, mais le contrôleur entendait nettement sa respiration. Il était conscient, calme et avait le contrôle total de l'avion. Une fois que le commandant a réalisé que l'avion descendait, il a commencé à frapper à la porte, criant à Lubitz de l'ouvrir. Dans le silence à l'intérieur, le commandant Sondenheimer a essayé de forcer l'entrée avec une hache. Il a frappé la porte de toutes ses forces, mais n'a pas réussi à la briser. Après le 11 septembre, tous les avions ont dû installer des portes de cockpit renforcées. On ne pouvait entrer dans la cabine de pilotage que si elle était déverrouillée de l'intérieur. Le bruit du commandant tentant de forcer l'entrée a attiré l'attention des passagers. À ce moment-là, l'avion se trouvait à une altitude de 10 000 pieds avec les sommets des montagnes des Alpes françaises dangereusement proches. La panique régnait dans la cabine. Les passagers criaient de peur. Le commandant continuait de crier et de frapper à la porte tandis que depuis l'intérieur du cockpit, on pouvait entendre un message d'avertissement. Terrain, terrain, pull up, pull up. Le bip devenait de plus en plus fréquent alors que l'avion se précipitait irrémédiablement vers les pentes de la montagne. L'enregistreur de vol qui a suivi toute la situation et permis la reconstitution de ces événements a cessé de fonctionner à 9h41. À 10h15, le centre de contrôle, en route de Marseille, a informé le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, ou BEA, du crash du vol 9525. Le site du crash se trouvait à une altitude de 5085 pieds sur les pentes sud du pic Tête de Travers, qui se situe dans le département des Alpes de Haute-Provence, dans le sud-est de la France. Au moment de l'impact, l'avion volait à 700 km/h, ce qui a entraîné la destruction totale de l'appareil. L'épave de l'avion était dispersée sur une superficie de 2 km². Le lendemain, le 25 mars, des hélicoptères de la gendarmerie française ont transporté 7 enquêteurs du BEA sur le site du crash. Ils étaient avec les équipes de recherche et de sauvetage, mais il n'y avait presque rien à sauver. Le plus gros morceau de l'épave avait la taille d'une voiture. Aucun des 144 passagers et des 6 membres d'équipage n'a survécu à l'accident. L'ampleur des dégâts, les conditions météo difficiles et le terrain accidenté ont poussé les enquêteurs à se concentrer sur la recherche de l'enregistreur de voix du cockpit, la boîte noire. Après avoir récupéré l'enregistreur de voix le premier jour, puis celui de données la semaine suivante, les inspecteurs ont pu reconstituer l'événement. Le BEA a inclus dans son enquête des inspecteurs d'Allemagne, d'Espagne, du Royaume-Uni et des États-Unis. Pendant que l'enquête était en cours, le propriétaire de la compagnie aérienne Germanwings, Lufthansa, a organisé le transport des proches des victimes vers le site du crash. À Marseille, Germanwings a mis en place un centre de soutien aux familles pour aider les proches à identifier leurs êtres chers et organiser leur retour chez eux. Les passagers à bord de l'avion étaient des citoyens de 18 pays, la plupart venant d'Allemagne et d'Espagne. Après un mois d'enquête, le BEA a préparé le rapport préliminaire le 6 mai 2015. Le rapport a conclu que le copilote Lubitz a délibérément écrasé l'avion en programmant les commandes de vol. De plus, il a été confirmé que lors du vol aller de Düsseldorf à Barcelone, Lubitz a pratiqué la même procédure. Pendant l'absence du commandant de bord dans le cockpit, il a réglé l'altitude à 100 pieds et s'est fait avertir par le contrôle aérien de Bordeaux. C'était une affirmation choquante. Qu'est-ce qui pousse un pilote, censé transporter des passagers en toute sécurité, à commettre un meurtre de masse? Était-il un terroriste? Était-il fou? Lubitz est né en 1987 à Neuburg an der Donau, en Bavière, mais il a grandi à Montabaur, une petite ville de l'État de Rhénanie-Palatinat, dans l'ouest de l'Allemagne. Enfant, Andreas Lubitz était calme et normal. Il rêvait de devenir pilote. À l'âge de 14 ans, il a rejoint l'aéroclub du Westerwald, où il pilotait des planeurs. Adulte, ses amis et collègues disaient qu'il était un pilote assidu et déterminé, certainement pas le genre d'homme à faire s'écraser un avion délibérément. Les avions et le vol étaient les passions de Lubitz. Pour lui, ce n'était pas seulement un travail, c'était un rêve devenu réalité. À 20 ans, Lubitz a postulé pour intégrer l'académie de pilotage de la Lufthansa à Brême et faisait partie des 5% de candidats admis au programme. Pendant ses études à l'Académie de Brême, Lubitz a brièvement interrompu sa formation avant de rejoindre le centre de formation Lufthansa en Arizona, aux États-Unis. Il y a suivi 100 heures de formation en vol. En 2011, Lubitz est retourné en Allemagne pour poursuivre sa formation au pilotage de jets.
Son premier emploi a été chez Lufthansa en tant que steward, une étape standard pour tous ceux qui deviennent pilotes. Après avoir terminé sa formation à l'académie en 2013, Lubitz a rejoint Germanwings et est rapidement devenu copilote. Comme copilote, Lubitz a effectué de courts vols à travers l'Europe de l'Ouest. La même année, il a emménagé dans un appartement de luxe à Düsseldorf avec sa petite amie. En 2015, sa vie suivait une trajectoire stable. Rien ne laissait supposer qu'il avait le moindre problème. Cela a changé quand la police allemande a perquisitionné son appartement et la maison familiale à Montabor après l'accident. En examinant les documents personnels et l'ordinateur de Lubitz, on a découvert qu'il avait caché un terrible secret à tout le monde. Les enquêteurs ont trouvé plusieurs arrêts maladie déchirés qui indiquaient que Lubitz avait un problème de santé grave qui aurait dû l'empêcher de piloter un avion. Il souffrait d'un trouble psychosomatique et d'un trouble anxieux. Le copilote pensait au départ qu'il était en train de perdre la vue et qu'il risquait de perdre sa licence de pilote et son emploi à cause de cela. Cependant, aucune des dizaines d'ophtalmologistes qui l'ont examiné n'a trouvé de problème avec sa vue. Par ailleurs, certains ont noté que Lubitz développait une peur obsessionnelle et un trouble hypocondriaque. Avec le temps, sa santé mentale s'est détériorée au point qu'il a commencé à envisager le suicide. Les mois avant l'incident, l'historique de son ordinateur montrait qu'il avait cherché sur Internet les moyens les plus efficaces de le faire. À la même période, Lubitz a repris ses consultations chez des médecins privés pour ses troubles de vision et de sommeil. L'un d'eux lui a diagnostiqué une possible psychose et a recommandé un traitement en hôpital psychiatrique. Le médecin lui a prescrit des antidépresseurs et des somnifères. Lubitz a reçu un arrêt maladie de 19 jours. C'était le 12 mars 2015, 12 jours avant l'accident. L'arrêt maladie et de nombreux autres reçus auparavant n'ont jamais été transmis à son employeur. En plus de cela, aucun des médecins n'a informé Germanwings de l'aggravation de l'état mental de Lubitz. Sachant cela, on peut se demander comment un homme souffrant d'un trouble psychosomatique a pu piloter un avion. Était-il possible que ses supérieurs ne s'en soient pas rendus compte ? Ce fut une surprise pour ses employeurs lorsque la maladie mentale d'Andreas Lubitz a été découverte. Selon le PDG de Lufthansa, Carsten Spohr, la compagnie n'était au courant d'aucun problème et n'en avait jamais été informée. À son embauche, Lubitz a réussi un test psychologique et n'a jamais montré de détresse en vol. Spohr a déclaré « Il était pleinement apte à voler, sans aucune restriction. Ses performances étaient parfaites et il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. » En effet, Lufthansa n'a jamais été informé par les médecins de Lubitz de ses problèmes de santé. Bien que la loi leur permette de signaler l'état du patient aux autorités si cela mettait en danger la vie d'autrui, ils ont choisi de respecter le secret médical. Un autre problème était que les pilotes européens devaient passer un examen psychiatrique uniquement au début de leur formation. Après cela, les examens médicaux annuels n'incluant pas de tests psychiatriques approfondis. En ce qui concerne Lufthansa, ils ne pouvaient pas savoir que Lubitz était incapable de piloter un avion. Ou peut-être qu'ils auraient pu. Comme mentionné, Lubitz a rejoint l'Académie des pilotes de Lufthansa à Brême en 2007. Cependant, après seulement quelques mois de formation, il a abandonné et est rentré chez lui. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu le diagnostic d'un épisode dépressif sévère suivi de pensées suicidaires. Après avoir été traité avec de puissants antidépresseurs, le psychiatre de Lubitz a recommandé aux autorités aéronautiques allemandes qu'il reprenne sa formation en juillet 2009. Selon lui, je cite, « Monsieur Lubitz a complètement récupéré. Il ne subsiste aucune séquelle. Le traitement est terminé. » Ce qu'il a gardé secret, c'est que Lubitz a continué à prendre ses médicaments jusqu'en octobre. Les autorités de l'aviation ont autorisé Lubitz à poursuivre le programme, mais l'ont soumis à un examen régulier spécifique. Si le pilote avait eu besoin d'un traitement psychiatrique, il aurait été cloué au sol. En 2010, lorsque Andreas Lubitz a postulé à un programme de formation en Arizona, il a menti sur ses problèmes psychologiques antérieurs. L'administration fédérale de l'aviation des États-Unis a découvert le mensonge et a obligé Andreas Lubitz à admettre ses antécédents de dépression. Finalement, il a été autorisé à suivre le programme et à obtenir sa licence de pilote. Tout cela figurait dans le dossier personnel d'Andreas Lubitz. Les responsables de Lufthansa pouvaient savoir qu'il avait des antécédents de troubles mentaux. Monsieur, votre employé a écrasé un avion. Pourquoi refusez-vous de répondre aux questions ? De plus, ils devaient le savoir et ils étaient obligés de s'assurer qu'il était apte à piloter.
Il aurait été possible d'éviter la tragédie du vol 9525 si les responsables avaient été attentifs. En guise de réparation, Lufthansa a accepté de verser à chaque famille de victimes 75 000 €, soit environ 90 000 $, ainsi que 10 000 € à chaque proche parent d'une victime en compensation de leur douleur et de leur souffrance. Malheureusement, ni Lufthansa ni l'école de pilotage de l'Arizona n'ont été tenus légalement responsables de la catastrophe. En réponse à la tragédie, le BEA a recommandé que tous les pilotes des compagnies aériennes de l'Union européenne subissent des tests psychologiques approfondis et réguliers. Parallèlement, l'Agence européenne de la sécurité aérienne a recommandé que les compagnies aériennes adoptent une règle exigeant la présence de 2 membres d'équipage dans le cockpit pendant toute la durée du vol. Cependant, 1 an après la tragédie, la recommandation a été retirée. Lufthansa et Germanwings ont abandonné cette politique en 2017.